Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Comme vous pouvez constater, aujourd'hui, nous sommes dans un décor différent de celui d'où on est normalement. D'ailleurs, nous sommes à TFO où TVC22 a été invité à collaborer avec TFO pour justement nous parler de la campagne électorale. Et pour discuter avec le représentant TFO, j'ai le plaisir de vous présenter M. Sébastien Perrose, qui est le rédacteur en chef aux affaires ontariennes, franco, pour la politique, etc. C'est exactement ça. Oui. Pour situer les gens. Oui. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc, on est en campagne électorale. Enfin, oui, on y est. On y est. Mais ça fait longtemps qu'on y est, dans le fond. Ouais. Hein, parce que les gens ont... nos politiciens font des promesses à tour de bras depuis plusieurs mois, d'ailleurs. Mais ça va être un peu différent cette année, dans le sens que lorsqu'on a laissé, en 2014 plutôt, il y avait 107 sièges. Cette année, je pense que le nombre de sièges a augmenté. Oui, c'est ça. On parle cette année de 124 circonscriptions, donc 124 sièges. Essentiellement, ce sera dans la couronne de Toronto. Des sièges se sont ajoutés. Il y en a aussi 2 circonscriptions qui se sont créées dans le Nord. Donc ça va être intéressant, dont une circonscription qui va être à majorité francophone. Et puis bien sûr aussi à Ottawa, on va suivre ça puisque la circonscription de Nepean-Carleton est maintenant séparée en 2. Donc oui, 17 nouvelles circonscriptions, on peut le dire. Ça pose beaucoup d'enjeux. Ça pose aussi, on voit que par exemple les chefs essayent de s'adapter, d'adapter leurs déplacements en fonction de ces nouvelles circonscriptions. Donc c'est intéressant vraiment. D'accord. Est-ce que les partis politiques avaient un rôle à jouer dans la redéfinition des comtés ou non? Ça a été proposé. Il y a une commission qui avait été mise en place, qui a fait des recommandations pour retrouver ces nouvelles circonscriptions. Et après, ça a été validé à Queen's Park l'automne dernier par le gouvernement donc de Kathleen Wynne, à savoir la création de ces 17 nouvelles circonscriptions. D'accord, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à observer, voir comment les gens vont aller, parce que dépendant où la ligne tombe, ça peut changer d'alliance ou non. Oui. Ceci dit, quels sont les enjeux principaux pour la campagne électorale? On peut commencer, par exemple, avec ce qui est arrivé hier avec Hydro-Ontario. Oui, l'énergie a été au cœur, on va dire, du deuxième mandat de Kathleen Wynne. Kathleen Wynne qui avait été élue première ministre de l'Ontario, c'était en 2013. Elle avait été confirmée lors des élections en 2014. Elle avait succédé à M. McGuinty en 2013. Et donc en 2014, elle a eu le mandat donc, de 4 ans. Et ces 4 années ont été un peu ternies pour Mme Wynne, la chef du Parti libéral, la première ministre, avec les affaires d'Hydro. On a beaucoup parlé de l'Hydro. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mme Wynne a décidé de vendre Hydro One, de vendre à des actionnaires privés Hydro One. Hydro One n'était plus donc dans le giron public. La première réaction, ça a été comme si, pour les partisans de Mme Wynne, des partisans de gauche, comme si Mme Wynne se détournait un peu de sa base de gauche, et ça a été assez mal vu. Donc, et la deuxième opposition, ça a déclenché, veut pas, c'est un peu toujours complexe, vous savez, Jacques, ces calculs, mais il y a eu une augmentation des factures d'électricité qui a été évidente et qui a été associée à cette vente de l'hydro, à la vente d'Hydro One. La conséquence, c'est que maintenant en campagne, l'hydro est devenu un thème récurrent et on l'a vu hier par exemple où il y a eu les dirigeants d'Hydro One se sont octroyés une augmentation, donc les membres du conseil d'administration d'Hydro One. Le timing est très mauvais parce que là on est juste en campagne et ça a encore relancé encore plus tout ce thème de l'hydro, le thème des gaspillages c'est un thème qui colle particulièrement au gouvernement libéral. On sait que M. Ford a déclaré: quand je vais arriver au pouvoir, je vais couper tous les dirigeants d'Hydro One, il n'y va pas de main morte. Et donc il y a vraiment en ce moment le thème de l'hydro qui revient avec le parti nouveau, les néo-démocrates qui prennent un peu la balle au bond, qui disent c'est une honte ce qu'a fait Mme Wynne, il fallait garder ça dans le domaine public. Et Mme Wynne qui se défend, mais qui se défend assez difficilement des fois contre ces attaques. D'accord. Et évidemment, toujours la santé qui est un sujet de l'art, surtout avec la population vieillissante. Ça, c'est un peu un phénomène démographique. La population est de plus en plus vieillissante en Ontario. Il y a aussi le thème des médicaments, par exemple les jeunes au niveau des médicaments. Comment se soigner en Ontario? On sait que le budget, par exemple, qui est alloué au ministère de la Santé, il a doublé sous le règne des libéraux. Est-ce que c'est une générosité? Oui et non. On n'a pas le choix. Il y a une population qui est vieillissante, il y a de plus en plus de maladies, donc il faut bien faire ça. Par exemple, le parti néo-démocrate propose 19 milliards d'investissements. Ça, c'est pour essayer, on va dire,
de désengorger un peu les hôpitaux, de désengorger les corridors, c'est ce qu'ils disent. Madame Wynne aussi, la chef donc, du Parti libéral, la première ministre, promet en guise d'aide à la santé de venir en aide aux plus âgés en leur fournissant des médicaments gratuits. On sait que Madame Wynne avait déjà fait passer une assurance médicaments pour les jeunes. Donc le thème de la santé est vraiment récurrent dans cette campagne, mais c'est aussi le signe, Jacques, que cette campagne est quand même assez à gauche et que oui, on a une population qui est plus vieillissante, donc finalement, on adapte un peu les thèmes de campagne à cela. D'accord. Quelle est la différence entre les positions des partis entre un et l'autre, ou est-ce que ça se ressemble beaucoup? Pour résumer, il y a 3 partis principaux. Donc, ouais. Le parti qui est au pouvoir, le parti de Kathleen Wynne, la première ministre, qui est le parti libéral, sont au pouvoir depuis 15 ans. C'est un parti qui est résolument centriste, on va dire, mais qui a été, sous le règne de Madame Wynne, très interventionniste. Les positions qui sont prises par Madame Wynne lors de cette campagne et sa mesure phare, c'est par exemple les garderies gratuites pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Ça, c'est son premier thème de campagne, c'est un peu son bébé. Elle veut aussi étendre l'assurance médicaments aux plus de 65 ans, donc des médicaments gratuits, une grande partie des médicaments. Donc on voit que Madame Wynne mène une campagne très à gauche, on va dire, comme en 2014, comme elle l'avait fait en 2014. Le second parti dont on peut parler, c'est le parti néo-démocrate qui est dirigé par Andrea Horwath depuis 2009. C'est sa 3e campagne à Madame Horwath. Madame Horwath, ce qu'elle dit concrètement, elle mène une campagne encore plus à gauche que Madame Wynne. Elle dit, non, moi je veux une assurance dentaire, donc tous les soins dentaires que vont avoir les gens en Ontario, on voit être gratuits. Elle est pour des investissements majeurs dans la santé, Madame Horwath. Donc ce qui la caractérise, c'est vraiment on va dire, un interventionnisme, mais elle s'est positionnée encore plus à la gauche que Madame Wynne. Et puis, il y a le 3e, c'est celui dont on parle le plus depuis le début de la campagne, c'est bien sûr Doug Ford, donc l'ancien conseiller municipal de Toronto, le frère de l'ancien maire de Toronto, Doug Ford. On se souvient que c'était Patrick Brown qui était le chef du Parti progressiste conservateur jusqu'en janvier dernier. Il a démissionné suite à des allégations d'inconduite sexuelle et finalement Doug Ford avait pris la tête du Parti progressiste conservateur, c'était le 10 mars dernier. Quelles sont les positions de M. Ford? Alors lui, il est dans la logique des partis progressistes conservateurs, c'est-à-dire une responsabilité financière, un budget équilibré et surtout moins de taxes. Et c'est ce qu'il dit, les gens en ont marre de payer des taxes en Ontario et il se base sur les gaspillages, les allégations de gaspillage qu'il y a eu avec Mme Wynne. Concrètement, M. Ford ne veut plus de la taxe carbone, ne veut plus de cette taxe qui rapporte 4 milliards de dollars à l'Ontario par année. Mais où M. Ford va-t-il trouver les économies? Comment va-t-il faire? C'est la question. Et parce que cette taxe de carbone-là est censée être une taxe neutre. Et il est censé avoir des retours aux gens où ils en ont besoin, etc. Donc, il n'est pas censé avoir de gain avec cette taxe sur le carbone. Non, c'est ça. Et puis, M. Ford qui promet par exemple des investissements de 5 milliards dans les transports en commun, mais il va avoir un manque à gagner quand même. On sait que la province a un déficit budgétaire enregistré de 7 milliards selon le dernier budget, quasiment 7 milliards. Bon, il va avoir un manque à gagner. Et l'argument un peu de Mme Horwath et de Mme Wynne, c'est de dire, il va y avoir des coupes, M. Ford vous ment, mais il ne veut pas dire où. Et M. Ford, qui pour l'instant reste très nébuleux en disant, je vais faire appel à des experts et on verra après où je vais couper. On se souvient que par exemple en 2014, M. Hudak, donc, qui était le précédent chef du Parti progressiste conservateur, avait été cash. Il avait dit, moi je vais couper 100 000 emplois dans la fonction publique. Il était en tête des sondages, M. Hudak, cette déclaration lui avait un peu enlevé dans le pied. Ouais, il s'était tiré une vraie balle dans le pied. Et on voit que M. Ford, là, il sait qu'il est controversé, il ne veut pas faire d'erreur. Et il reste très nébuleux, très flou un peu sur où il va trouver l'argent. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les résultats des maisons de sondage, M. Ford est en avant. Il y a eu un léger recul dans les dernières semaines, alors que le nouveau Parti démocratique, lui, avance un peu. Est-ce que, et lorsqu'on regarde plusieurs des dernières campagnes, le Parti conservateur a trouvé une façon de perdre. Alors, est-ce qu'ils sont à risque de faire ça? Puis est-ce que ou est-ce que le vote de la gauche va se diviser entre les libéraux et les néo-démocrates, et alors M. Ford est presque assuré de gagner, qu'importe ce qui arrive? Où on est situé là-dedans? On se situe qu'on était parti en campagne avec Doug Ford qui était en tête largement des sondages. Il l'est toujours. On parlait même d'un gouvernement majoritaire. Mais, comme vous l'avez rappelé, en 2011, Tim Hudak s'était tiré une balle dans le pied, justement,
pour le programme d'embauche des immigrants, où il avait dit, bon, il s'était mis un peu dans l'embarras en sous-entendant que pour l'embauche des immigrants n'était pas la même que pour l'embauche des Canadiens. Ça lui avait coûté beaucoup de voix. 2014, M. Hudak dit « Je ne veux pas du train léger, du prolongement du train léger à Orléans, je vais couper ». 2 fois, il y a eu une erreur, et M. Ford, quand même, qui, bien qu'il soit controversé, il est quand même un fin tacticien. Il sait qu'il doit rester nébuleux. Et pour l'instant, il reste en tête quand même des sondages, mais comme vous le dites, il y a le retour du Parti néo-démocratique. Hier, ils étaient à 35% d'intention de vote. C'est beaucoup pour le nouveau Parti démocratique. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui leur fait gagner beaucoup de sièges. Ils étaient, selon les sondages, à plus de 30 sièges. Il y a un retour, effectivement, du Parti néo-démocrate. Les gens font un calcul simple. On ne veut plus de Mme Wynne, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Il y a une vraie usure du pouvoir de Mme Wynne, contre laquelle, malgré toutes les bonnes intentions, elle a du mal à lutter. Monsieur Ford est l'alternative jusqu'à maintenant, mais là, André Horwath est en train de se présenter comme l'alternative. Beaucoup de gens du Parti libéral sont en train de se dire, pourquoi pas faire confiance plus à André Horwath qu'à Kathleen Wynne, comme elles sont toutes les deux situées un peu à gauche, et à ceux pour qui M. Ford fait peur, car il est très controversé, on ne sait pas ce qui va arriver avec lui-même, avec lui. Les gens se disent, pourquoi pas André Horwath? Et c'est ce qui explique en ce moment que Mme Horwath, siège par siège, point par point, est en train de remonter dans les sondages. Et elle a encore 3 semaines. Elle a encore 3 semaines, et n'oubliez pas, Jacques, c'est la plus expérimentée en campagne. Kathleen Wynne en est à sa 2e campagne électorale. C'est la première pour Doug Ford. André Horwath, c'est sa 3e campagne. C'est pas rien. Elle sait où sont les pièges, elle sait où il faut accélérer. C'est quelque chose qui peut jouer sur 4 semaines et demie. Oui, et d'ailleurs, je regardais une maison de sondage, je ne le nommerai pas, et le 2e choix de vote de la plupart des Ontariens, c'est le nouveau Parti démocratique. Oui, c'est le nouveau Parti démocratique qui se positionne vraiment en ce moment comme une alternative. La question des prochains jours, ça va être, est-ce que les gens qui vont lire les sondages vont se dire « Ah si Mme Horwath peut battre Ford, pourquoi pas voter pour elle ?» Jusqu'à où va aller Andrea Horwath dans sa remontée dans les sondages? C'est ça ce qu'on va surveiller. Oui, parce que c'est ce qui s'est passé à la dernière élection fédérale. Oui, c'est ce qui on peut faire une comparaison, peut-être. Là, moi, je commence à en faire une. Vous pouvez. Puis c'est vrai parce que M. Mulcair était largement en tête des sondages en 2015 et M. Trudeau était derrière les 2 partis. Et finalement, on se souvient, en septembre 2015, début septembre, il y a eu comme un changement dans l'opinion et un retournement de situation. Et M. Trudeau s'est installé en tête des sondages. Et en octobre, quelques semaines plus tard, c'est lui qui a devancé finalement M. Harper, le Premier ministre, et M. Mulcair, le chef néo-démocrate. Et ça a été une bérésina, excusez-moi l'expression, pour M. Mulcair, alors qu'au début, c'était lui qui était parti pour être Premier ministre. Oui, c'était lui qui était passé être Premier ministre, puis M. Trudeau, mais les gens disaient, s'il ne se trompe pas, il va gagner, et finalement, les gens l'ont pris de plus en plus sérieux. La seule différence, c'est que Mme Horwath est connue du public ontarien. Elle est connue, oui. Elle est connue du public ontarien. Et elle se présente bien, et jusqu'à présent, elle n'a pas fait d'erreur. Elle n'a pas fait d'erreur, puis aussi un détail important de souligner, c'est que des 3 chefs de parti, les sondages nous disent tout le temps, Mme Horwath est celle qui inspire le plus la confiance. Oui. C'est que finalement, peut-être les gens ne sont pas toujours d'accord avec les idées du NPD, qu'on dit, le NPD, on a l'impression que parfois c'est le parti libéral à peu de nuances près, mais Mme Horwath, c'est quelqu'un qui est apprécié, elle a un gage de crédibilité, d'expérience, que n'a peut-être pas M. Ford aux yeux des Ontariens, et que Mme Wynne, du fait que son parti soit resté 15 ans au pouvoir, ne bénéficie pas non plus. D'accord. On doit prendre une petite pause, Sébastien. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande de demeurer avec nous. Nous vous revenons dans quelques instants. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre entrevue avec le rédacteur en chef ici à TFO, M. Sébastien Perrotte. C'est bien dit? Oui, oui, presque, c'est bon. Presque. Pour moi, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver, qui ferait en sorte que les libéraux pourraient gagner l'élection? Et ça, c'est vraiment quelque chose de quasi impossible, car quand on regarde certains sondages, il y a une maison de sondage qui a divisé la province environ en 7 secteurs, si je ne me trompe pas. Oui. Et les libéraux ne sont en avant que dans Toronto, pour l'instant, et pas par grand-chose. Le nouveau Parti démocratique est toujours 2e et les conservateurs sont premiers partout. Oui. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour que les libéraux passent de l'avant?
Là, les libéraux ne sont plus maîtres de leur destin. C'est un peu ça pour eux, l'enjeu de ces élections. Ce n'était pas le cas en 2011, ce n'était pas le cas dans les élections de 2014. Là, il faudrait vraiment des erreurs des autres partis. Il faudrait par exemple des révélations. Je dis un exemple sur M. Ford, sur sa campagne, des attaques très personnelles. Et encore, on parle là du Parti progressiste conservateur, mais il faudrait aussi que les néo-démocrates fassent des erreurs. Les libéraux, juste pour le contexte, ils ont présenté un budget très généreux cette année, quitte à faire un déficit budgétaire, des programmes quand même avantageux, très interventionnistes. Donc, ils ont distribué beaucoup de leurs cartes avant les élections et ils se sont dit on va relancer la machine comme ça. La machine n'est toujours pas relancée. Madame Wynne plonge chaque jour un peu plus dans les sondages. Pour gagner, les libéraux, ils doivent vraiment là attendre des erreurs peut-être des adversaires ou on ne sait pas, une déclaration magique peut-être de Kathleen Wynne, mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être très difficile pour eux. Ça va être très difficile pour eux. M. Ford a dit que oui, il était pour supporter le train léger, qu'il était pour supporter les hôpitaux, il était pour supporter plein de choses. Ces argents-là, est-ce qu'on l'a en Ontario pour payer tous ces dépenses-là? Le train léger, c'est comme une mode, si on veut, là, et un besoin à la fois. Donc, c'est plus qu'une mode. Mais ces argents-là, il va être obligé de faire des coupures à quelque part. Il va être obligé de faire des coupures ou sinon il va être obligé d'augmenter la dette de l'Ontario. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils veulent. Il peut aussi faire un gel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus finalement d'investissements qui vont être faits. C'est peut-être ce qui va se passer si M. Ford arrive au pouvoir. L'économie, c'est une question de priorité finalement. On investit toujours où on veut, l'argent est toujours là, il y a toujours des rentrées fiscales. Après, qu'est-ce que va faire M. Ford? C'est ça qu'il ne veut pas vraiment dire pour l'instant. Il est très opaque et surtout, et puis c'est pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour le savoir, il dit qu'il va moins avoir d'impôts. On est d'accord avec lui ou on n'est pas d'accord, mais moins de rentrées fiscales, donc il faudra bien trouver l'argent quelque part pour les progressistes conservateurs s'ils arrivent au pouvoir. Et même en disant on veut une gestion financière qui est plus saine, qui est meilleure, il va falloir que M. Ford consulte beaucoup pour savoir où il doit couper vraiment. Oui, parce que les gens vont dire oui, on est d'accord avec ça ou on n'est pas d'accord avec ça. Il va faire forcément des mécontents, c'est sûr. Puis là, vous parlez du transport en commun. Oui, le transport en commun est important. Il y a une congestion à Toronto qui est record. À Ottawa, les travaux du prolongement du train léger vont de l'avant pour l'instant. Donc, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas dire je ne vais pas investir dans les transports, je ne vais pas investir dans les infrastructures. Les besoins sont là. C'est ça. C'est comment il va arriver justement à trouver l'argent pour financer ces besoins pour lesquels vraiment on est pris aujourd'hui. D'accord. Parce que comme Mme Wynne a promis, je pense que c'était la semaine dernière, qu'elle était pour avoir dépensé tant de millions ou peut-être même 1 milliard pour engager au-delà de 700 infirmières. Mais personne n'adresse la question des personnes qui sont plus mobiles, ils ne peuvent plus rester à la maison. Il n'y a pas de place dans les résidences. Moi, le chiffre que j'ai entendu, c'était au-delà de 3000 personnes en Ontario demeuraient dans des hôpitaux au lieu des résidences personnes âgées. Il n'y a personne qui adresse ces questions-là de base. Non. Puis c'est beaucoup plus dispendieux les garder dans un hôpital que les garder dans une résidence personnes âgées. C'est ça. C'est encore la question de la santé qui se pose et les besoins. Mais là, on est dans une campagne assez de séduction. M. Ford veut se montrer comme... Il ne veut pas se montrer comme quelqu'un qui est un radical. Donc c'est vrai, il reste toujours très... il est très soigneux dans son langage, il ne veut pas montrer s'il va faire des coupures ou pas, c'est ce qui lui est reproché, mais ça fait qu'il y a des questions budgétaires qui ne sont pas adressées pour l'instant. D'accord. Mme Horwath, elle, est-ce qu'elle fait des promesses au niveau de l'éducation, etc.? C'est quoi exactement son champ de vision? La réforme principale de Mme Horwath, on pourrait dire, c'est son assurance pour les soins dentaires. Donc, si on va chez le dentiste, concrètement, si on suit Mme Horwath, on va être remboursé. On sait que ça peut coûter très cher. Donc, elle propose vraiment un remboursement qui est plus effectif. Une autre promesse de Mme Horwath, c'est de créer les garderies à 12 $ de l'heure. On sait que, par exemple, c'est 7 $ au Québec. 12 $ la journée, pardon, excusez-moi. Hein. Je me grattais la tête. Ouais, c'est ça. 12 $ la journée, donc c'est ce que propose Mme Horwath. C'est un point qui est peut-être intéressant, mais on voit qu'elle veut aussi séduire un certain électorat, l'électorat des jeunes parents, l'électorat des aînés. Bien sûr, il y a une générosité peut-être, on va dire, dans ces annonces, mais il y a aussi une manière de cibler l'électorat jeune, de cibler l'électorat des plus de 65 ans qui est de plus en plus nombreux.
elles connaissent leur public, ils connaissent leur public, les trois candidats. Ce sont quand même des experts de la politique. Oui, il y a quand même. Là-dessus, M. Ford est peut-être celui qui a moins d'avantages, mais il semble être bien conseillé. Ben, c'est toujours à double tranchant. On pourrait dire M. Ford est un peu direct, M. Ford a un langage cru, il fait peur. Un langage de la rue. Oui, mais c'est un langage qui passe vraiment, c'est un langage qui plaît à une certaine part de l'électorat. On voit par exemple dans la couronne de Toronto, à Scarborough, là où il y a beaucoup d'immigrants, de minorités ethniques, les gens sont très séduits par ce discours de Ford, ce discours qui est très direct, ce discours qui se base un peu sur ce que dit le peuple. Je suis le représentant du peuple, écoutez-moi, je n'ai rien à voir avec ces élites à Toronto, comme il dit, ces élites à Queen's Park. Et c'est un discours qu'on entend de plus en plus, que ce soit en Europe, on l'a vu aux États-Unis avec M. Trump. C'est un discours qui plaît dans les circonstances actuelles où les gens ont de plus en plus l'impression, alors là on pourra en discuter des heures, à savoir s'ils ont raison ou pas, mais que les politiciens sont coupés du monde et finalement qu'il faut bien quelqu'un qui fasse le travail que ceux en haut ne font pas. Et ça, M. Ford l'incarne. Il incarne aussi cette colère, cette usure du pouvoir des libéraux en se disant avec moi il n'y aura pas de gaspillage. C'est un peu, il joue un peu sur ce côté-là, M. Ford. Il joue ses cartes correctement. Il reste à voir s'il est élu et s'il y a une majorité. Oui. Parce que ça a un gros impact. Ah oui, Quand tu gères sans avoir une majorité, tu n'as pas les mains libres comme tu aimerais, à moins que les deux partis d'opposition soient décousus. Non, ben, ça change tout, parce que sinon il va devoir faire peut-être des coalitions, des concessions aux autres partis. S'il est majoritaire, il va pouvoir faire davantage de ce qu'il veut. Et on a vu par exemple que M. Harper, lorsqu'il a été majoritaire à partir de mai 2011, les derniers 4 ans de ses 9 ans au pouvoir ont été beaucoup plus conservatrices et bleues que les 5 premières années. Donc effectivement, ça change tout d'être majoritaire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose sous la rumeur qui était sortie que peut-être que les nouveaux partis démocratiques et le Parti libéral formeraient une coalition après l'élection? Est-ce que tu penses que ça peut se réaliser? Il y a toujours des rumeurs en campagne, durant la campagne en tout cas, qu'il va y avoir des gouvernements de coalition. D'ailleurs, les deux ont démenti. Je ne pense pas qu'il va y avoir un gouvernement, même si Mme Wynne ou Mme Horwath arriveraient au pouvoir le 7 juin prochain, qu'il y aura un gouvernement de coalition. Ça serait historique en tout cas en Ontario. Je ne pense pas qu'on va en être là. Ce qui va se passer certainement, si par exemple les néo-démocrates arrivent au pouvoir, on aura certainement Mme Wynne qui démissionnerait, M. Ford, on verra. Ce sera plutôt un remaniement des chefs en tête des partis que des coalitions qui vont se faire. Parce que ce triptyque néo-démocrates, libéraux et puis progressistes conservateurs en Ontario est établi vraiment depuis plusieurs années et ils se sont alternés le pouvoir au cours des 40 dernières années. D'accord. As-tu une idée, que présentement, Mme Wynne, elle a 58 sièges. Elle détient 58 sièges. Et le nouveau Parti démocratique en tient 21. Le Parti progressiste conservateur en a eu 28. 28, oui. Combien de sièges est-ce que tu penses que les libéraux, à la fin de l'élection, telles que les choses se présentent aujourd'hui, évidemment, vont avoir? Et dans la région ici, est-ce que la carte va changer? Alors là, ça dépend vraiment des instituts de sondage, mais pour l'instant, ceux-ci ne sont pas vraiment favorables aux libéraux. Et on prévoit même, les plus pessimistes disent que les libéraux ne garderaient que 15 sièges. Dans la région même d'Ottawa, là où on est, ouais. Les libéraux détiennent la majorité pour l'instant des sièges. Exactement. Ottawa, West Nepean, la circonscription de M. Charelli est libérale. Glengarry, Prescott Russell, qui nous intéresse, puisqu'on est quand même... on est là. On est TV22 Rockland. C'est une circonscription qui est libérale depuis 1981, donc sans interruption, les libéraux ont dominé. Ottawa-Orléans, qui cette année est rebaptisée Orléans, c'est une circonscription qui est aussi libérale depuis 2003. Donc les libéraux dominent à Ottawa, sauf dans l'ouest d'Ottawa, où par exemple la circonscription de Nepean et tout, appartient à Mme McLeod. Donc les libéraux dominent, mais là, il y a un vent dans les sondages, un vent progressiste conservateur qui pourrait tout balayer. Et finalement, on pourrait se retrouver le 7 juin et avec des circonscriptions entièrement bleues à Ottawa. Les deux seuls qui pour l'instant sont partis pour rester libérales, ce serait Ottawa Centre avec M. Naqvi, qui a un électorat qui est typiquement libéral, un électorat qui est plus centré sur l'éducation, sur les investissements. Et bien sûr, la circonscription de Ottawa-Vanier avec Mme Desrosiers, qui, elle, quoi qu'il arrive, à moins d'un accident de dernière minute, restera libérale. D'accord.
est-ce que les décisions qui ont été prises au gouvernement fédéral ont un impact pour la région d'Ottawa, pour quelle partie les gens voudraient voter? Est-ce qu'il y a de l'usure qui peut déteindre sur l'élection provinciale? Oui, parce que par exemple, si on pense juste à l'investissement du train léger, on voit que c'est un investissement qui avait été accepté par le gouvernement libéral. Donc il y a eu des investissements, des libéraux aussi dans la région d'Ottawa. Et finalement, on peut se dire, le gouvernement libéral de M. Trudeau est bon avec nous. On voit les impacts à Ottawa, donc pourquoi pas faire confiance à Mme Wynne de nouveau. Ça se passe un peu comme ça. Il y a d'autres projets, l'assainissement de la rivière des Outaouais, où il y a toujours une répartition entre les 3 paliers principaux, qui fait que si ça se passe bien, on se dit, il n'y a pas de raison, votons Mme Wynne encore une fois. Et c'est un peu un argument sur lequel les libéraux s'appuient, en tout cas sur le train léger, par exemple, qui est en marche à Ottawa. Parfait. Bon, bien, je te remercie bien gros, merci, Sébastien. Merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère que nous allons se revoir une autre fois avant avant la journée du vote, pour voir ce qui s'est passé dans la campagne, où les choses bougent ou ne bougent pas, ou si c'est demeuré pareil. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous dis à la prochaine.